Tout de suite, le premier invité du Club de la Presse, c'est tout autre chose. C'est le porte-parole de la France Insoumise. Bonsoir Alexis Corbière. Bonsoir. Vous êtes interrogé ce soir par Soazic Kemener de Marianne, qui est à l'heure, et Olivier Duhamel d'Europe 1, qui est en retard. On l'attend. Bonsoir. Bonsoir Soazic. Alexis Corbière, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qui dit que Jean-Luc Mélenchon a une dynamique incroyable jusqu'au premier tour de la présidentielle, lorsqu'il a frôlé les 20% en partant de... Jusqu'à présent, je suis voilà, d'accord. et que cette dynamique s'est interrompue ce soir-là, le soir de la présidentielle, du premier tour de la présidentielle, et que depuis, ça patine. Non, je crois pas. Il y a un phénomène très 5e République, qui est celui que... Il y a le paradoxe d'une situation où M. Macron, qui réalise 18% des électeurs inscrits, 24% des exprimés, certes qui est plus que ce que la France Insoumise a réalisé, mais se voit projeté au second tour face à Madame Le Pen. Il y a un rejet du pays de l'extrême droite, ce qui est heureux, et se voit confier les pleins pouvoirs. Et du coup, moi, je pense qu'il y a une forme d'illusion d'optique qui amène à ce que je l'observe, moi, étant en campagne, à ce que des braves gens, des fois, se disent il a gagné, ont du mal à percevoir l'enjeu des élections législatives, et ont du mal à entendre que cette élection peut permettre d'offrir une autre majorité. Donc c'est ça qu'il faut expliquer. Il faut mettre des thèmes politiques pour le faire. Moi, ce que je souhaite, et j'espère qu'on va en parler, c'est dire, par exemple, le code du travail, ça nous concerne tous. Je ne crois pas que la majorité qui se soit retrouvée pour élire Monsieur Macron, pour battre Madame Le Pen là encore, soit une majorité qui dit qu'on va pouvoir discuter dans les entreprises même de la possibilité de baisser les salaires, etc. Mais vous qui êtes en campagne, est-ce que quand vous êtes sur les marchés, vous ne ressentez pas qu'effectivement il s'est passé quelque chose entre les deux tours de la présidentielle et que les Français n'ont toujours pas bien compris pourquoi votre candidat Jean-Luc Mélenchon avait été aussi ambigu sur la façon, sur l'annonce de son choix pour le deuxième tour? C'est une position politique qui consistait d'abord à tenir compte que les 7 millions de gens qui se sont retrouvés derrière la candidature de Jean-Luc Mélenchon avaient une opinion différente là-dessus. Certains ont voté Emmanuel Macron. Je crois même des études montrent qu'ils sont majoritaires. Mais des gens aussi ne pouvaient pas, ayant été très engagés, notamment contre la loi El Khomri, voter pour un président qui assumait le fait qu'il aurait une réduction drastique du code du travail. Notre position, et là je l'ai répété, était de dire pas une voix pour le Front National. C'était clair qu'il n'était pas acceptable que des gens, enfin pas acceptable, du moins nous avons dit clairement à ceux qui nous avaient fait confiance, ne votez pas FN, c'est dangereux, mais nous ne voulions pas en quelque sorte dire il y a la position morale et la position immorale, et sachant qu'il était quand même assez clair, en fonction du rapport de force du premier tour, que Mme Le Pen allait perdre. Voilà la position qui a été la nôtre. Bon voilà, on a eu les uns et les autres des votes différents, des gens ont voté Macron chez nous, certains sont abstenus ou ont voté blanc. À la limite, moi je pense qu'il fallait au moins voter blanc, parce qu'il faut jamais s'abstenir. Là je donne mon opinion plus personnelle. Et puis voilà, ce qui comptait c'était la suite. Et c'est de ça un petit peu parler. Vous avez voté pour Emmanuel Macron, hein, c'est écrit dans Le Monde en toutes lettres cet après-midi. Faut-il croire tout ce qu'il y a dans le monde? Alors non mais je veux dire une chose là-dessus. Moi, vous avez voté Macron? Comme position, je vous réponds. Et j'aimerais juste prendre le temps parce que l'honneur qui m'est fait d'être porte-parole doit être que je parle au nom de tous les insoumis. Il y avait ces deux positions et souvent je n'ai pas voulu répondre à cette question. Voilà. Ce que j'ai fait, je pense. Ce soir, vous allez nous dire. Alors non, mais et là il s'avère, vous évoquez un article où une journaliste étant venue sur le terrain, j'avais une discussion avec un habitant, on parlait, je lui ai dit, bon moi j'aurais préféré que ce soit pas écrit, acheter Le Monde, c'est une bonne raison d'acheter Le Monde, mais c'est pas très intéressant ce que j'ai fait moi. Si, c'est intéressant. Moi non. Il y a 30% des jeunes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. C'est un score important, c'est une dynamique importante au premier tour de la présidentielle. Est-ce que c'est pas compliqué de dire à ces jeunes, finalement, il faut pas voter pour le Front National, mais vous faites ce que vous voulez? C'est des gens qui ont voté pour la première fois, qui votaient pour la première fois à cette présidentielle. Ce que vous voulez, c'était attention, Monsieur Macron est quand même un produit politique particulier. Il y a eu beaucoup d'intelligence dans sa campagne, mais enfin, tout de même, c'est un homme qui a dit clairement et qui voulait qu'on adhère à son projet. Il s'en prend aujourd'hui au code du travail et on peut comprendre que des gens ont une forme d'exigence aujourd'hui qui fait qu'ils en ont assez d'une forme, des fois, de certaines personnes qui disent je suis contre le Front National, mais par contre, donc j'ai d'un seul coup une grande capacité d'indignation à dire non au Front National, mais le cœur sec face à la souffrance sociale. Voilà, et expliquer qu'il faut ubériser la société. Moi, je crois que ça fera le jeu du Front National. Et je suis content de voir, c'est-à-dire ça s'est passé chez vous, que Monsieur Perrineau a vu que la campagne que nous avons menée a mobilisé des gens qui sont un peu atypiques. Et moi, je m'enorgueillis pour des choses clairement que des gens qui auraient pu voter Front National ont fait le choix de Jean-Luc Mélenchon. C'est comme ça qu'on lutte contre l'extrême droite. C'est pas dans des commentaires mondains, pardon de le dire comme ça, en disant non à l'extrême droite, puis après on va tranquillement considérer que c'est pas grave que dans ce pays il y ait 9 millions de pauvres et que la précarité augmente. Nous, on a fait reculer les gens en se disant finalement le vote pour exprimer une colère, ça passe par le vote Mélenchon, comme on l'a dit. Fâché, oui, mais pas facho. Et ça, il faut un débouché politique pour le faire. Et moi, je suis fier qu'on ait fait
significativement reculer le FN qui était annoncé, je vous le rappelle, à 30% dans certaines études d'opinion. Et ça s'est passé à peu de voix. Et on aurait dû nous aider. Et certains nous ont parfois jeté des pierres pendant la campagne présidentielle, en considérant que le problème c'était Jean-Luc Mélenchon. On aurait dû nous aider parce que notre campagne aurait été dynamique. On avait un second tour sans le Front National. On aurait tous été, je crois, contents. Voilà, même si moi je respecte qu'il y ait des gens qui votent Front National, mais je pense que c'est dangereux pour le pays. Je ne suis pas d'accord avec ce parti et je suis pour que son score soit le plus réduit possible. Vous êtes fâché mais pas facho. Alexis Corbière, une question d'Olivier Duhamel. Non, pas une question d'Olivier Duhamel, non, une question de Nicolas Poincaré, c'était la première. Vous avez dit des choses très intéressantes, vous avez rappelé le bien fondé de votre position, mais vous n'avez pas répondu. Donc je repose la question. Je la reposerai toute l'émission jusqu'à ce que vous répondiez. Sa question était, est-ce que sur le terrain, dans votre campagne pour le législative, vous percevez qu'il y a des gens qui n'ont pas compris? Oui, mais bien sûr. Non, mais attendez, ce que nous faisons n'est jamais parfait. C'est une évidence. Moi, il y a plein de gens qui disent des choses. Il y a des gens qui me disent, encore une dame aujourd'hui, il faut donner la confiance à Monsieur Macron, il a été élu, maintenant il faut voter pour lui. Il y a des gens qui comprennent pas comment nous on n'accompagne pas ça. Vous avez des gens qui évoquent ce point-là, mais fondamentalement, ce que je vois moi, premièrement, moi je suis dans une circonscription un peu particulière, des gens qui ont envie de continuer le vote Mélenchon et de donner une victoire. Et j'essaie de capter ça et de faire en sorte qu'on a perdu de peu à la présidentielle, mais il est possible qu'il y ait les idées de Mélenchon à l'Assemblée. Et puis après, vous avez une forme de résignation que je vois. Moi, ce qu'on me dit souvent, c'est oui, vous parlez bien, mais est-ce que j'ai l'assurance qu'une fois que vous serez élu, vous ferez pas comme les autres? C'est ça que je vois. Et c'est pour ça, moi, je développe autour du thème de la 6e République, etc. Notamment le droit de révoquer les élus. Gaffe, parce que si vous répondez pas à Olivier Duhamel... Non, mais je lui réponds. Non, mais Olivier Duhamel, je vais être honnête avec vous. Non, attendez, Olivier Duhamel, je vais être honnête avec vous. Et tout candidat, j'entends de tout durant la journée. Tout y passe. De la dame qui me dit, moi, j'ai une retraite à 700 €, vous faites rien pour moi, alors qu'on se bat pour augmenter les retraites. De l'électeur un peu socialiste qui avait voté Mélenchon, mais qui trouve qu'on a été un peu trop dur après, et qui dit, bon, j'entends tout ça, mais est-ce que vous entendez des gens qui vous disent, mais c'est du gâchis ce que vous êtes en train de faire, vous avez fait 19% et on a l'impression que Mélenchon, juste parce qu'il a fait une grosse déprime de pas être élu, eh bien, il tend pas la main aux autres, il restructure pas autour de lui l'ensemble de la gauche, il rompt avec le Parti communiste, c'est quand même un vrai sens. Enfin, oui, vous n'êtes pas d'accord avec le Parti communiste, alors qu'il y avait une occasion formidable de mettre ensemble les gens qui ont voté Mélenchon, le Parti communiste, les gens de la gauche du PS qui en peuvent plus, et de fédérer tout ça, et vous fédérez pas tout ça. Pourquoi diable vous fédérez pas tout ça? Cher Olivier à la gauche de la gauche, je vous le demande. Voilà, cher Olivier Duhamel. Alors, puisque vous m'interpellez avec passion, je vais essayer de vous répondre pour que vous entendiez. Je vous réponds vraiment de la manière la plus franche qui soit. Ce que vous dites est un angle, qui est un thème qui reprend ce que disent ce que disent les autres. Moi, on a fait 6 réunions avec nos amis communistes pour arriver à trouver un accord. Les conditions, les exigences qui étaient les leurs étaient totalement à côté de la plaque. Voilà. Ils considéraient que les 2/3 des parlementaires que nous devions soutenir étaient communistes. Et nous avons des désaccords avec le Parti communiste. Ils sont pour le nucléaire, nous sommes pour sortir le nucléaire. La manière dont nous définissons la 6e République n'est pas la même. Et je crois que les 7 millions de voix ne pouvaient donc ils ont voulu, pour des raisons, j'ai pas envie d'en dire plus parce que je tiens quand même à ce que, malgré les passions militantes, on puisse se retrouver par la suite. Au bout de 6 réunions, et moi j'aurais préféré qu'on s'entende. Voilà, ils ont considéré qu'il fallait absolument qu'il y ait des candidats communistes partout. Dont acte, c'est dommage, c'est comme ça. Ensuite, vous évoquez les socialistes. Mais de quoi parle-t-on? Le Parti socialiste n'a jamais cherché à passer un accord avec nous. D'accord? Par contre, il y a eu, notamment de l'entourage de Benoît Hamon, ou voire même de Arnaud Montebourg, des gens qui auraient pu être intéressés. Nous leur avons dit, nous étions prêts. Jean-Luc Mélenchon a même interpellé Arnaud Montebourg. La condition, entre guillemets, c'était qu'il y ait une forme de rupture ou d'acte de rupture. Ce que j'ai vu, moi, c'est des socialistes me dire, chez moi, Mélenchon a fait 30%, ce serait bien que vous me souteniez. Mais, pardon, la France Insoumise, c'est pas une entreprise de recyclage de socialistes ambigus. Ce qu'on veut, c'est la clarté. Vous savez, là, je vais jeter une pierre dans le jardin du Parti socialiste. Ce qui est bizarre chez les socialistes, parfois, c'est que selon les circonscriptions, vous ne savez pas pourquoi vous votez. Ici, vous avez un opposant très clair, on va dire, en proche d'Hamon, qui dit des choses relativement claires sur le code du travail. Ailleurs, vous avez un type qui vous dit, Macron, c'est formidable, je vais soutenir sa réforme. Donc là, c'est pas clair. Et dans ce beans général, pardon l'expression un peu triviale, je crois qu'il faut être clair. Si vous votez France Insoumise, vous n'avez pas erreur sur le produit, vous savez pourquoi vous votez. Vous avez le droit de pas être en désaccord, mais vous voyez. Si vous votez Macron, c'est clair, vous soutenez le président. Si vous votez, mais par contre, sinon les forces ambiguës, selon moi, elles seront balayées. Alexis Corbière, on revient juste après une pause. Jusqu'à 20h, vous écoutez le Club de la Presse d'Europe 1 avec vous, Nicolas Poincaré. Et avec Alexis Corbière, porte-parole de la France Insoumise, qui répond aux questions d'Olivier Duhamel et de Soisic Kemener de Marianne. On a un tweet à l'instant qui nous dit, mais quand est-ce que vous allez enfin parler du code du travail? On va parler dans un instant du code du travail. J'aime bien les auditeurs d'Europe 1. On veut parler de choses sérieuses. Mais d'abord, une question de Soisic Kemener, sérieuse aussi.
Jean-Luc Mélenchon donne un interview fleuve à Society cette semaine, enfin ce mois-ci, et il y explique que François Hollande est, je cite, un pauvre type. Est-ce que vous endossez ça? Pour vous, François Hollande, c'est un pauvre type? Non, mais c'est le vocabulaire de Jean-Luc qui a une histoire particulière avec François Hollande, et je comprends Jean-Luc. Il évoque, je vais être honnête avec vous, je l'ai lu rapidement l'interview, mais un passage sur lequel Jean-Luc est déjà revenu, c'est qu'en 2012, quand François Hollande a été élu, il a reçu Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée. Jean-Luc était honoré d'être reçu par le président de la République, et nous avions demandé une chose, qui est l'amnistie pour les syndicalistes qui avaient été condamnés sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Et Jean-Luc avait obtenu ça. Mélenchon lui a dit, je peux le dire à la presse que ce sera fait. L'autre lui a dit oui, bien sûr. Nous l'avons dit que nous avions obtenu ça, et ça n'a jamais été fait. Et pour Jean-Luc, c'est une tâche parmi d'autres dans le mandat de François Hollande qui amène à ce que, franchement, au moins là-dessus, il aurait pu le faire. Et donc, ça amène à ce que, voilà, il y a ce genre de considération. Mais j'aimerais qu'on parle du code du travail, parce que le vote qui vient de dimanche, c'est pas ce qu'on pense de François Hollande. Alors, est-ce que vouloir réformer le code du travail, c'est vraiment être un pauvre type? Non, mais c'est toujours pareil. La magie des mots. Réformer, assouplir, c'est fabuleux. On est tous pour des réformes positives et l'assouplissement. La question, c'est rentrons dans le détail. Ouais. Est-ce qu'il est bon? Moi, je pense que le cadre aujourd'hui national de la législation sociale en France est une bonne chose. C'est-à-dire que vous avez la loi qui s'applique, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Vous avez toujours la loi, et après, vous pouvez avoir que des accords qui améliorent la loi. Bon, déjà, la loi El Khomri, tout le monde a suivi le débat, a mis un premier coup de canif où on peut inverser la hiérarchie des normes. Mais là, ça va plus loin dans ce qu'annonce. Alors, c'est des têtes de chapitre. Monsieur Édouard Philippe, il dit qu'on va pouvoir, le champ de la négociation par entreprise peut être encore plus large. Avec notamment la possibilité, écoutez-moi bien, parce que ça a été peu dit, mais la presse a bien fait son travail pour le coup. Bravo le Parisien, Libé, Le Monde. Il faut qu'on discute de cette affaire. Elle est majeure. On peut être pour ou contre, mais dans la clarté. Ça nous concerne tous, nous, nos enfants et tout. Et donc, la possibilité, c'est qu'il y ait des discussions qui vont jusqu'à la rémunération des salariés. Moi, je dis que dans un pays où il y a 5 à 6 millions de chômeurs, la pression peut être telle que dans des boîtes, des gens acceptent qu'on baisse leur salaire. Je trouve ça extrêmement dangereux. Je ne veux pas, pardon. Concrètement, juste qu'on comprenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura Parce qu'aujourd'hui, dans des boîtes, on discute des salaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à la baisse. Ça veut dire en dessous du SMIC? Ou que notamment, ou en dessous des grilles. Ça veut dire en dessous d'un accord de branche? Voilà, notamment. Oui. Encore juste qu'on comprenne. Oui, c'est ça, en dessous d'un accord de branche. Donc, vous voyez, c'est une concurrence entre les boîtes. On voit bien la pression. Le patron qui va dire, c'est pas un problème de méchanceté. Le patron qui va dire, nos concurrents, eux, ils ont fait un accord à la baisse où il y a une flexibilité encore plus grande, etc. Et notamment une baisse des rémunérations. Ça va mettre la pression par le bas. Moi, je ne veux pas d'une société anglo-saxonne avec ce phénomène, y compris qu'on avait appelé, de l'anglicisme, les working poors, les travailleurs pauvres à l'arrivée. Certes, il y aura un phénomène peut-être un peu moins de chômage, mais d'une précarisation absolue, d'une ubérisation. Moi, je ne veux pas de ça. Alors, je dis, parlons-en. Voilà, on a une manière tranquille et démocratique de trancher cette affaire. C'est le vote de dimanche. Vous êtes pour ça? Vous êtes pour la loi El Khomri plus? Ou vous êtes pour revenir à le fait que, bien sûr, on est dans une société où il y a toujours peut-être des concurrences entre les gens, mais il y a des règles. On est en république. La loi s'applique à tous. Et ce qui fait qu'une entreprise va réussir, c'est parce que son produit est meilleur. Pas parce qu'elle a encore plus fait baisser le coût du produit en raison d'une flexibilité absolue des salariés. C'est donc quel projet de civilisation on veut? Et ça, je trouve que c'est une discussion qui a sa noblesse, mais ça mérite de le faire à visage découvert. Une fois de plus, avec Jean-Luc Mélenchon, on dit touchez pas au code du travail, ou alors si on doit le réformer, parce que je ne suis pas contre les réformes, améliorons-le. Moi, je suis pour des droits nouveaux dans les salariés qui notamment ils participent à travers les élus aux prises de décision. Je suis pour que les salariés aient des possibilités de rachat de certaines entreprises lorsqu'elles décident de délocaliser, notamment par l'intermédiaire de sociétés coopératives. Moi, je suis pour. Je reprends la phrase de Jaurès. La République a fait du citoyen le roi dans la cité, mais l'a gardé serf dans l'entreprise. Donc, il faut qu'il y ait des droits qu'on puisse mieux associer et mieux contrôler des décisions dans l'entreprise. Voyez, donc, on peut faire un référendum dans l'entreprise. Mais le problème de tous ces référendums, c'est que ça fait joli, mais quand c'est des référendums, une fois de plus, avec le pistolet sur la tempe de 6 millions de chômeurs, c'est souvent un marché de dupes. On l'a vu notamment dans des cas, je me souviens des Conti, où vous aviez ces deux entreprises avec le visage magnifique de Xavier Mathieu, où l'entreprise, vous savez, où ils avaient accepté les salariés de baisser leurs conditions de travail, et celle qui a fermé finalement, bon, je me méfie de tout ça. Mais je répète, moi je suis un républicain, peut-être je suis old school, excusez-moi encore un anglicisme, mais je suis pour que la loi soit la même partout, et notamment la législation sociale. Et le code du travail, c'est pas ringard. Ça exprime un degré de civilisation. Et s'il est aussi épais, le code du travail, je vais vous dire, c'est parce qu'il y a de la jurisprudence qui s'est accumulée avec le temps. Vous savez pourquoi? Parce que depuis un siècle, le travail s'est complexifié. Et évidemment qu'il faut la complexification du travail amène à ce que la jurisprudence soit de plus en plus précise pour protéger les gens. Donc, vous voyez, sortons des facilités qui visent à faire croire que si le code du travail était une simple feuille de papier recto verso, ça irait mieux. C'est pas vrai.
Et on va voir, et on fera une publicité démocratique, si je puis dire, de tout cela, pour qu'à partir de là, on verra les réactions que ça fait. Il est clair que le gouvernement, qui fait un peu de politique, ils sont pas maladroits, à la veille de ce premier et deuxième tour, cherche à détendre un peu l'élastique, en ayant compris que cette méthode des ordonnances quand même choquait les gens. Il explique qu'il va faire moult réunions. Mais enfin, pour autant, l'idée de l'ordonnance reste. Et moi, je dois dire que je suis un peu étonné qu'un parlementaire se présente devant les électeurs en disant votez pour moi, mais si vous votez pour moi, je voterai une loi qui fera en quelque sorte que le Parlement sera court-circuité. Alors on me dit c'est la 5e République le permet, soit, mais j'ai le droit aussi de dire que je trouve que c'est un des traits autoritaires de ces institutions. Un parlementaire qui est, je vais être un peu populiste, un parlementaire qui est confortablement indemnisé doit jouer son rôle de parlementaire totalement et examiner les textes. Et je trouve indigne, je vais le dire, que franchement on dise pour ce qui est de cette affaire, il faut que ça aille vite et on va faire des ordonnances. Non, il faut prendre le temps de la discussion. On parle du quotidien des gens. On travaille tous, on est des salariés. On ne parle pas de petites choses. On me prend l'exemple de 81. Oui, mais François Mitterrand l'avait fait. Oui, mais pour des acquis sociaux pour lesquels il fallait aller vite, sur lesquels l'ensemble du pays était majoritairement d'accord. J'affirme à ce micro que je ne crois pas qu'il y ait une majorité sociale, politique pour faire cette modification du code du travail. Et donc voilà. Donc le député que je serai et tous mes amis sera un député vigilant, exigeant, qui travaillera sur les propositions, qui les fera connaître et qui évidemment tempêtera avec les moyens qui sont les nôtres. Si on est majoritaire, évidemment, ce serait formidable, mais qui utilisera à plein son pouvoir d'interpellation et de combat politique, je l'assume, parce que c'est la noblesse, me semble-t-il, du combat politique, de dire là-dessus, je suis pas d'accord. Et si les organisations syndicales, parce que tout de même, j'ai l'oreille fine, ce que dit la CGT, ou même FO, et puis les autres organisations syndicales, qui à mon avis ne s'y retrouveront pas, sans doute appelleront des mobilisations, et ensemble, nous manifesterons. On a quand même encore le droit de manifester dans ce pays. J'ai entendu M. Castaner dire qu'il faudrait pas que le pays soit bloqué, mais que veut-il dire ? Le droit de grève risque d'être mis en question. Mais est-ce que ça va pas être compliqué par l'agenda ? Parce qu'il faut mobiliser pendant l'été, là, pour... Moi, je trouve pas ça très élégant, pour le dire gentiment. Tout de même des choses aussi importantes pendant l'été. Évidemment, quand tout le monde est en vacances. Parce qu'on a le droit de décrocher un peu, on est fatigué. C'est sûr, sans doute, que les Français, quand on est sur la plage, c'est peut-être pas le moment où ils sont les plus à même de suivre, de lire la presse, et on a tous envie un peu de se détendre. C'est un manque, là aussi, j'ai envie de dire, de tact, qui montre une forme d'habileté, voire même de rouerie politique que j'apprécie pas. Faut pas tordre le bras aux gens. Il faut les amener à adhérer à ce qu'on fait, à les convaincre. Et si on fait ça, je me suis permis un soir, moi, vous savez, ça avait fait un peu le buzz sur France 2 d'interpeller Monsieur Bayrou et Collomb, qui triomphait le soir de la victoire de Monsieur Macron en disant que les Français adhéraient à leur projet. Je leur dis faites attention, ça va mal finir. Si vous croyez que les gens, alors qu'ils ont rejeté Madame Le Pen, ils adhèrent à ce que vous faites, ça va mal finir. Eh bien, je dis à nouveau que si certains veulent, dans la chaleur de l'été, à la va-vite, imposer des choses qui diminuent les conditions de travail des gens, il y aura des mobilisations. Du moins, je le souhaite. Et j'ai envie de dire presque par rapport à la conception que je me fais de ce pays, s'il n'y en avait pas, ça veut dire qu'il y aurait une forme d'apathie qui montrerait qu'on est un peuple qui serait un peu démoralisé. Donc moi, je serais celui de ceux qui appellera chacun à la conscience, à dire écoutez, intéressez-vous de vos conditions de travail. Et j'ai confiance, parce que la loi El Khomri, vous vous souvenez, le pays ne l'avait pas acceptée. Un mot sur Jean-Luc Mélenchon. Encore, il se présente à Marseille dans la circonscription qui était tenue jusqu'à présent par le socialiste Patrick Mennucci. À Marseille, on dit que ça manque de panache, que s'il avait eu plus de panache, il serait allé directement affronter le leader du Front National sur place, Monsieur Ravier. Mais premièrement, face à Monsieur Ravier, il y a une candidate formidable qui s'appelle Sarah Sohili, qui, je l'espère, va battre Monsieur Ravier, qui est à la fois une universitaire et une championne du monde de kickboxing, permettez, d'origine comorienne, au passage, parce que là aussi, il est de bon ton parfois de critiquer les mots de Monsieur Mélenchon, mais j'ai observé que notre jeune roi fabuleux s'est quand même permis une saillie que je trouve, à titre personnel, assez nauséabonde. On est passé du président jupitérien à quand même à des commentaires de bistrot. Donc là, tout vous ça. Parlez de la phrase sur les bateaux. Voilà. Non, mais j'en profite pour saluer Sarah, qui fait partie de cette jeunesse française, notamment d'origine comorienne et qui, à Marseille, est sensible à ces questions-là. Bref, donc je souhaite bon vent à Sarah, qui, je l'espère, l'emportera face à Stéphane Ravier. Mais comment dirais-je ? Jean-Luc Mélenchon, il profite de cette élection aussi pour tourner dans toutes les circonscriptions et nous aider à être la locomotive de la campagne. Oui, nous avons fait le choix collectif dans une circonscription où beaucoup d'électeurs avaient voté Mélenchon. Donc voilà, j'informe Patrick Mennucci, qui est un homme par ailleurs que je respecte, même si je trouve qu'il va un peu fort. Faut arrêter là. J'ai envie de dire, Patrick, tu me fends le cœur là au bout d'un moment, parce que faut pas déconner, quoi. Il en fait un peu sur tous les tons. Je veux bien qu'il se sente en danger, mais il est pas obligé d'être insultant à ce point-là. Mais elle lui appartient pas, la circonscription.
Eh ben, s'il y a 40% des gens qui ont voté Mélenchon à la présidentielle, c'est peut-être pas idiot ou baroque de se dire, Mélenchon, il peut être le député de ces gens-là. Et par ailleurs, un paradoxe que quand vous êtes contre le présidentialisme, contre les Césars pour une 6e République, que sur la plupart de vos affiches électorales, il y a à côté de la photo du candidat en très grand la photo de Mélenchon. Oui, mais bien sûr que c'est un paradoxe. Mais de la même façon. Paradoxe, c'est même gentil. Oui, mais j'entends bien, mais Macron fait pareil. Ce que vous dites, cher Olivier. Oui, Macron fait pareil. Enfin, non, je veux dire, Macron fait pareil, oui, Macron n'est pas votre référence. Non, mais j'entends bien. Mais moi, je l'ai vécu à titre personnel. Vous savez, les gens me disent pendant la campagne, on vous a vu. C'est le jeu des médias. Voilà. Aujourd'hui, vous avez une personnalisation de la vie politique. Et évidemment, pour faire clair, notamment quand vous vous adressez, nous, là, on suit la vie politique finement, mais pour des gens, c'est un peu, aujourd'hui, c'est une marque, Mélenchon. Donc oui, effectivement, moi, je le fais d'ailleurs sur mes affiches, Mélenchon et ma tête. Voilà, pour que ce soit clair. C'est comme le port salut, c'est écrit dessus, voilà. Et si tu vois son visage et tu te dis, tu sais pourquoi tu votes. Ça va vite. Et monsieur Macron fait la même chose. Et j'observe que beaucoup d'autres forces politiques ont fait la même chose. Et j'observe par contre, si on veut discuter d'affiches, qu'il y a par contre, là aujourd'hui, des pudeurs de gazelle, pour reprendre l'expression, de la part de beaucoup de candidats socialistes, pour lesquels il faut une loupe, et encore même, voire même un microscope pour savoir si c'est le point et la rose. Ils se dissimulent désormais, derrière, ce qui montre bien, voilà, le débat doit être clair. On a le droit de pas apprécier la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Mais je veux que quand on vote, on sait pourquoi on vote. Moi, c'est clair, c'est les idées de Jean-Luc Mélenchon, dans le sens, pas ses idées à lui, mais qu'il a portées avec brio, avec panache. Et ça s'appelle l'avenir en commun, 257 propositions. Voilà, lisez-les si vous les connaissez pas encore, mais il y a beaucoup de gens qui les ont appréciées. Merci beaucoup, Alexis Corbière, porte-parole de la France insoumise, premier invité du Club de la Presse.